Donc on rappelle tout d'abord l'énoncé. Alors donc pour le projet, donc il s'agit de créer un projet concernant la gestion des comptes. Alors on suppose que chaque compte est défini par le code, le solde, la date de création. Un compte courant est un compte qui possède en plus le découvert. Un compte épargne, c'est un compte qui possède en plus un taux d'intérêt. Chaque compte appartient à un client, chaque compte est défini par le code, le nom. Chaque compte peut subir plusieurs opérations et après il existe deux types d'opérations, les versements, les retraits. Une opération est définie par le numéro, la date et un montant de l'opération. Les exigences fonctionnelles de l'application, c'est que l'application devrait permettre donc de gérer les clients, ajouter un client, consulter tous les clients, consulter les clients dans le nom contient le mot-clé, gérer des comptes, ajouter des comptes, consulter un compte, gérer les opérations, à savoir effectuer des versements, effectuer des retraits et effectuer des virements. Les opérations nécessitent une authentification, c'est qu'à la fin, on va ajouter un système d'authentification. Pour les exigences techniques, les données sont stockées dans une base de données MySQL. L'application se compose de trois couches. La couche DAO, dans laquelle on va utiliser Spring Data pour gérer, pour cacher tout ce qui est la couche GPA, Hibernate, GDBC. Et la couche métier, donc ça c'est les spécifications fonctionnelles. Et la couche web, donc, dans laquelle on va utiliser Spring MVC côté serveur en se basant sur un générateur de vue qui est TeamLeaf. Donc la sécurité donc, est basée sur Spring Security. Alors, l'architecture, on l'a déjà présentée la dernière fois. Donc, on a dit donc il y a l'application est basée sur donc, Spring Boot pour l'inversion de contrôle. L'application se compose des trois couches, DAO, métier et web. Donc on va créer les entités d'abord. Ensuite, on va créer les interfaces GPA Repository. On va créer donc les interfaces de la couche métier, à savoir donc l'interface et l'implémentation. Et dans la couche web, on va créer donc le contrôleur et les vues pour l'application. Alors bien sûr, techniquement parlant, donc le client HTTP donc, communique avec le serveur via le protocole HTTP et tout est généré côté serveur, c'est-à-dire que le code HTML est généré par Spring MVC côté serveur. Donc on va utiliser donc, un générateur de vue qui est TeamLeaf. On a déjà présenté ça la dernière fois, donc les entités. Donc nous avons bien un client qui possède plusieurs comptes. Oui, oui. On peut donner l'exemple de la gestion de produits. On a créé seulement un seul interface. C'est produit repository. Dans ce cas, on va créer, par exemple, client repository. On va créer un autre interface. C'est tout à fait normal parce que la dernière fois, on gérait que les produits. Maintenant, on gère les produits, on gère les comptes, on gère les opérations, donc il y a plus d'entités. Donc vous aurez besoin de gérer donc, plusieurs entités. Et après, mais maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que la dernière fois, on a créé la couche DAO et directement la couche web, on n'a pas créé la couche métier. C'est ce que tu veux dire, c'est ça? Oui. En fait, ça, la dernière fois, on a simplifié les choses, mais d'une manière générale, il y aura toujours la couche DAO. En principe, c'est les opérations classiques d'accès aux données. La couche métier, c'est là, il y a les spécifications métier. C'est-à-dire que dans la couche métier, c'est là où on va implémenter les spécifications fonctionnelles. C'est-à-dire pour moi, l'application doit permettre de faire quoi? C'est ajouter des clients, consulter les clients dans le nom contient le mot-clé, après les opérations. Alors toutes ces spécifications, on va les implémenter dans la couche métier. Et après, par la suite, bien sûr, la couche métier, il fait appel à la couche DAO. Techniquement parlant, vous pouvez toujours sauter la couche métier, mais vous allez voir que parfois, vous aurez besoin de faire des traitements métiers qui sont plus complexes. Et du coup, donc, il faut définir la couche métier. D'une manière générale, dans un projet, il y aura toujours la couche métier. Et dans la bonne partie de la couche métier, parfois, vous ne faites que appeler des méthodes qui existent dans la couche DAO. Donc, c'est plutôt une couche intermédiaire entre la couche web et la couche DAO. Mais l'essentiel de l'application, c'est le métier. Mais pour que votre métier puisse fonctionner, vous avez besoin de faire appel à la couche DAO. Donc, un client peut
avoir plusieurs comptes. Un compte peut subir plusieurs opérations. Il existe deux types de comptes, les comptes courants et les comptes épargne. Après, deux types d'opérations, les versements et les retraits. C'est ce que nous avons montré. Alors, bien sûr, pour mapper l'héritage, donc nous en avons déjà parlé la dernière fois, il existe plusieurs stratégies. Parmi les stratégies, il y a la stratégie single table, qui consiste à représenter toute une hiérarchie de classes dans une seule table. Alors, c'est notre cas ici. On va supposer que tous les comptes vont être stockés dans la table compte et tous les types d'opérations vont être stockés dans une même table qui s'appelle opération. Et après, bien sûr, pour faire la différence entre les différents types de comptes, on sera amené à ajouter des colonnes types qui permet de distinguer entre les différents types de comptes et type opération qui permet de distinguer entre les différents types d'opérations. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder. Alors, donc, le projet à créer. Alors, je suis en train de connecter la machine. Donc, on va créer donc un projet Spring Boot, Spring Starter Project. Alors, j'attends que ça soit connecté, parce qu'en fait, ça, je l'ai déjà expliqué, que quand vous créez un projet Spring Boot, vous aurez besoin d'avoir une connexion. Alors, Starter Project. Alors, le projet, on va l'appeler projet compte. Group ID org.cp compte. Artifact ID, donc c'est projet compte. Le package org.cp, on peut l'appeler comme on veut. On utilise donc Java 8, Maven. Next. Alors pour les dépendances, quelles sont les dépendances dont on a besoin? Alors web. Alors donc je vous rappelle juste que les catégories, donc dans la catégorie web, il y a web. La catégorie donc data, on aura besoin de GPA. Dans la catégorie database, on a besoin de MySQL. Et dans la catégorie template engine, on aura besoin de TeamLeaf. 4 dépendances pour le moment sont suffisantes pour ce projet-là. Mais après, on va ajouter Spring Security pour ajouter la partie authentification. Bien, alors projet compte. Plein de projets. Alors tout d'abord, on va commencer par créer les entités. Alors on va créer l'entité client. On aura besoin de l'entité client, donc on va utiliser le package entities. S'il vous plaît, vous oubliez un petit peu vos machines parce que je vous demande de bien sûr, parce que comme je le disais tout à l'heure, on va essayer de travailler ça ensemble. Alors je demande votre participation pour qu'on puisse réaliser cette première partie ensemble. Surtout ce que j'attends de vous, c'est ces discussions, les choix des différentes solutions. Donc j'attendrai votre participation. Donc pour le moment, vous oubliez vos machines. D'accord? Sinon, je vais demander aux machines de vous oublier. Parce que parfois, c'est... On est tranquille uniquement quand la machine ne marche pas. Hein? Donc c'est la machine qui... Dans ce cas-là, je vais éteindre les machines, comme ça vous êtes tranquille. Hein? C'est bon? Alors on a besoin des entités. Client. On a besoin de l'entité compte.
besoin de l'entité opération. On a besoin donc, il y a les comptes courants. Mademoiselle. Mais c'est quoi ça? Notre diagramme de classe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les comptes courants, les comptes épargne. Alors ça, c'est l'application. Il ne faut pas voir la base de données. Et oui, mais une seule table, ça ne veut pas dire une seule classe. Mais c'est ça l'orienté objet. C'est que dans l'orienté objet, j'ai dit deux types de comptes, les comptes courants et les comptes épargne. Mais après, au niveau de la base de données, je vais avoir une seule table. C'est ça le mapping de l'héritage dont j'y parlais. D'accord? Mais l'application, il y a les comptes courants et les comptes épargne. Donc les comptes courants, les comptes épargne, et on complète les entités. Oui? Exact. Deux types d'opérations. Il y a les versements et retrait. Non, Kénine. La dernière fois, on a dit des choses. Alors. Eh oui, mais c'est une... Alors, attendez. On a dit ça la dernière fois. C'est ce qu'on avait dit. Mais on a dit que l'application doit permettre d'effectuer des versements, des retraits et des virements. C'est quoi le virement? Le virement, c'est versement dans un compte et retrait dans un autre compte. Donc, vous voyez, donc le virement, c'est une composition entre deux opérations. D'accord? Alors maintenant, on va compléter donc ces entités. Alors, un client est défini par... Donc, c'est une entité. On va implémenter serializable. On va définir le code du client. Alors, on va supposer qu'il est de type langue, code, et le nom du client est de type string. Le nom du client. Et après, un compte peut subir plusieurs opérations, peut avoir plusieurs comptes. Donc, on va déclarer une collection de comptes. Collection de comptes. C'est une association one-to-many. Compte. Les get et set. Un constructeur sans paramètres. Un constructeur avec paramètres. Bon, je peux créer un client en spécifiant que le code, le nom. Je peux également créer aussi, je peux ajouter d'autres constructeurs. Par exemple, je veux créer un client uniquement en spécifiant que le code, si par exemple, quand j'en aurai besoin, ainsi de suite. Donc, je peux créer plusieurs constructeurs en fonction du besoin. Mais généralement, via les set et get, un compte sans paramètres est suffisant. Mais après, si vous ajoutez plusieurs constructeurs, ça peut toujours être utile pour votre application. Alors, en tout cas, donc, un client, c'est une entité qui correspond à une table au niveau de la base de données. Et après, donc ça, on va utiliser la notation ID. On va utiliser generated value. Alors, par défaut, donc, c'est auto. Si vous voulez, vous ajoutez generated value auto. Alors, après, ici, donc, nous avons une association one-to-many. One-to-many. Alors, comme c'est une association bidirectionnelle, on va utiliser mapped_by. On va supposer donc que dans la classe compte, on va déclarer un objet qui s'appelle client. Voilà. Alors, par défaut, le fetch, je vous rappelle, fetch, par défaut, c'est lazy. Le mode, ça signifie que quand je demande à Hibernate de charger un client, il ne va charger que les informations sur le client, le code et le nom, mais il ne va pas charger automatiquement les comptes. Mais par contre, quand j'appelle la collection getCount, c'est à ce moment-là qu'il va charger les comptes. Alors d'ailleurs, je n'ai pas besoin de le spécifier, par défaut, c'est mode lazy.
C'est tout ici. Alors pour le compte, compte c'est une entité. Alors un compte est défini par quoi? Par son code. On va supposer qu'il est de type string. String code compte. La date de création. La date de création, il est de type date. Date création. Le solde. Un compte appartient à un client, donc on va déclarer un objet de type client. Client, client. Et un compte peut subir plusieurs opérations, ça veut dire qu'on a besoin d'une collection d'opérations. Alors, private collection opération. Après, la même chose, donc get set. Un constructeur sans paramètre qui est obligatoire. Un constructeur qui sans paramètre qui est optionnel. Alors par exemple pour créer un compte pour nous, donc on peut spécifier le code, on peut spécifier la date de création, on peut spécifier donc si vous voulez, on peut ne pas mettre par exemple la date, c'est-à-dire on suppose que à chaque création d'un compte, la date d'opération c'est la date système. Si vous voulez, on peut toujours le spécifier. Pour créer un compte, on peut spécifier par exemple les informations sur le client, parce qu'on a besoin de créer un compte appartenant à un client, donc je peux garder client. Alors je peux garder tous ces paramètres, mais par contre je n'ai pas besoin de spécifier la liste des opérations au moment de la création d'un compte, donc je crée un constructeur comme ça, comme je peux ajouter d'autres constructeurs. Mais par contre ici il y a des choses à ajouter. Il y a entité. Alors, mais il y a l'héritage. Alors, ce qui fait maintenant une différence, c'est que, regardez, notre modèle, c'est ta question, maintenant à résoudre. Parce que nous avons bien une application orientée objet. Et dans l'orienté objet, on a l'héritage. Donc, on utilise donc l'héritage, c'est une partie qui fait partie de l'orienté objet. Ce n'est pas parce que dans les bases de données relationnelles, on ne peut pas représenter, il n'y a pas la notion d'héritage qu'on va changer notre modèle orienté objet pour l'adapter à la base de données relationnelle. C'est pas ça. C'est que c'est la base de données relationnelle qui va s'adapter à un modèle qui est orienté objet, parce qu'on est en train de créer une application orientée objet. Alors maintenant, ici, quand il y a l'héritage, il y a deux types de comptes. Il y a compte courant et compte épargne. Alors comment on va gérer ça? On utilise une notation qui s'appelle inheritance. Alors inheritance. Alors quand vous mettez inheritance, c'est-à-dire il y a de l'héritage, il faut spécifier la stratégie. Il y a un attribut stratégie. Et dans la stratégie, la dernière fois, j'ai parlé des trois stratégies. Vous voyez donc ils sont là. C'est single table. Si vous voulez que Hibernate gère en une seule table. Il y a table per class, c'est-à-dire qu'une table pour chaque classe dérivée. Et la stratégie joined, ça veut dire que vous avez une table pour les comptes, une table pour compte courant, une table pour compte épargne, et après on va les joindre par une association. Alors j'ai expliqué la dernière fois que dans notre cas, dans la majorité des cas, on va utiliser donc single table. Alors maintenant, si vous dites single table, ça signifie que vous avez, on va stocker dans une seule table qui s'appelle compte. Et dans cette table-là, on devrait ajouter une colonne qui s'appelle type, qui va faire la différence entre les différents types de comptes. Alors cette colonne, comment on veut l'appeler? C'est à nous de spécifier ici. Il y a une annotation qui s'appelle discriminator colonne. Alors, name, le nom de cette colonne, on va l'appeler type de compte. Il est de quel type? Discriminator type, on va supposer qu'il est de type string. La colonne type, il est de type string, c'est-à-dire au niveau de la base de données, c'est varchar. Et après la longueur, virgule, discriminator plutôt length,
va supposer qu'il est égal à 2. Alors 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, type de compte, si c'est égal à CC, ça veut dire que c'est un compte courant. CE, ça veut dire que c'est un compte épargne. C'est-à-dire au niveau de la table, j'ai besoin que de deux caractères pour faire la différence entre les différents types de comptes. Alors ça, c'est quand il y a de l'héritage, en principe, et vous voulez faire le mapping objet relationnel, vous voyez donc qu'il y a des annotations GPA qu'il faut utiliser, notamment c'est inheritance et discriminator colonne. Alors tout ça, donc, il faut le faire. Alors maintenant, il faut ajouter donc les autres annotations. Il y a entité, plutôt ID. Alors pas de generated value ici, parce que c'est string. Quand c'est string, ça n'a pas de sens d'autogénérer la valeur. On va garder les autres, la date. Alors ici, donc, vous avez un compte appartient à un client. Nous aurons many to one. Alors, many to one. Alors, quand vous avez many to one, donc on aura besoin de spécifier la jointure, la clé étrangère, avec notamment join colonne. Alors, la colonne, la jointure, on va l'appeler, par exemple, code client. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce que nous avons présenté ici. Quand vous dites un compte appartient à un client, ça veut dire que dans la table compte, j'aurai une clé étrangère. Alors, cette clé étrangère, comment je veux l'appeler? Donc, je l'appelle code client. Vous avez le choix de lui donner n'importe quel nom, sinon il va choisir un nom par défaut. Mais de toute façon, ça va marcher. La même chose pour les opérations, on aura la notation one to many. Alors la même chose, comme c'est une association bidirectionnelle, on va utiliser map.by. On va supposer que dans la classe opération, on va déclarer un objet qui s'appelle compte, tout court, comme on a ici. Alors il faut bien noter une chose pour ne pas se tromper. Ici, quand vous dites map.by client, alors ça veut dire quoi client? C'est le nom de cette variable. Ah, c'est pas la classe. Alors si votre classe, si votre variable, vous l'avez appelée cli, ici, là, il faut mettre cli. OK? Alors, en fait, ici, je vais garder client. Et là, je vais garder client. Alors ici, donc, voilà. Alors maintenant, avant de passer à la classe opération, on va terminer tout d'abord les comptes courants et les comptes épargne. Parce qu'il y a deux types de comptes, compte courant et compte épargne. Alors, compte courant, c'est un compte. Alors, quand vous dites un compte courant est un compte, ça veut dire on va hériter de la classe compte. Alors, quand vous héritez de la classe compte, mais on a besoin, un compte courant est un compte qui possède en plus un découvert, comme prévu. Alors, après, on va générer donc les get T7. On va générer un constructeur sans paramètre qui est obligatoire. Alors, attendez. Donc, generate constructeur sans paramètre, tout d'abord. Un constructeur avec paramètre. Alors, pour le constructeur avec paramètre, je vais utiliser, j'appelle le constructeur de la classe parente avec paramètre. C'est-à-dire, j'ai déjà créé un constructeur dans la classe compte qui contient le code, la date, le solde et le client. Alors, je lui ajoute un autre paramètre qui est découvert. Ça veut dire que vous avez finalement un constructeur avec combien de paramètres? Il y a le code, la date, le solde, le client et le découvert. Alors, vous voyez ici, donc vous avez super. Donc, j'appelle le constructeur de la classe parente et après, j'ai le découvert. Alors maintenant, il faut juste ajouter la notation entité. C'est une entité. Mais on va ajouter, il y a une annotation qui s'appelle discriminator value. Alors ça veut dire quoi, discriminator value? Alors ici, on va l'appeler CC. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de dire maintenant qu'une fois que je crée un objet de type compte courant, si je crée un objet de type compte courant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la table compte, la colonne type, automatiquement, la colonne type de compte égale CC.
Donc je spécifie pour chaque classe dérivée au niveau de la base de données quelle est la valeur qui va être utilisée pour faire la différence entre le compte courant et les comptes épargne. Alors on va faire la même chose pour le... C'est tout. Alors on va faire la même chose pour compte épargne. Compte épargne, extend, compte. Un compte épargne est un compte qui possède en plus le taux d'intérêt. La même chose, un constructeur sans paramètres. Un constructeur avec paramètres. Alors ici, donc, j'appelle le constructeur de la classe parente et getSet. GetSet. Et après, vous dites à JPA, vous dites que c'est une entité. Et vous lui dites également que c'est une classe dérivée, donc il faut utiliser discriminator value. Et dans notre cas, on va utiliser CF. Parfait. Alors maintenant, je termine par la partie opération. Alors, une opération est une entité sérialisable. Alors, une opération est définie par le numéro de l'opération. On va supposer qu'il est de type long. Numéro opération. Numéro de l'opération. La date de l'opération, de type date, java.util.date, la date opération. Le montant de l'opération. Alors, une opération appartient à un compte, concerne un compte. Donc, on va déclarer un objet de type compte. Compte. Alors, le reste, getSet. Un constructeur sans paramètres. Un constructeur avec paramètres. Alors, pour créer une opération, j'ai besoin de spécifier. Voilà, donc je peux spécifier donc le numéro de. J'ai pas besoin de spécifier le numéro parce qu'il est auto. Increment, la date de l'opération, le montant de l'opération. Je peux spécifier également le compte. Donc, ici, on n'a pas pris on n'a pas traité le cas de l'employé. Donc, on s'est arrêté uniquement sur les. En fait, c'est clair dans notre problème, il est là. Nous avons à gérer que ça. On ne gère pas les employés, les autres entités. Donc, c'est juste pour limiter le projet, mais on peut bien ajouter les employés, les groupes et d'autres propriétés. Voilà. Après, getSet. La notation entité. Quoi? La notation ID. La notation generated value. Ici, vous avez mini to one. Mini to one. Avec la jointure, la clé étrangère, comme tout à l'heure, c'est join colonne. Le nom de la jointure, c'est, on va l'appeler code du compte, par exemple. Ça, c'est la clé étrangère. Alors, vous voyez, donc c'est pareil ici. C'est pareil. C'est donc dans opération. Une opération concerne un compte, ça veut dire que j'ai une clé étrangère que j'appellerai ici le numéro de compte. Donc, je peux l'appeler comme je veux. Je l'ai appelé ici code compte. C'est tout. Après, vous avez versement. C'est une opération avec la notation entité. Et après, avec la notation discriminator. Vous voyez bien, il y a l'héritage, mais je n'ai pas complété en fait, la classe opération. On va faire la même chose que pour... comme on a fait pour compte. Regardez, compte, il y a inheritance. Donc, on va faire la même chose ici, c'est-à-dire entité, inheritance, stratégie, single table, la colonne type
c'est quoi ça? Discriminator, voilà, colonne. Alors, stratégie égale, virgule. Non, c'est pas ici. Hein. C'est la notation discriminator colonne. Alors, la colonne, c'est type. On va utiliser toujours string. Et après, length égale à 1. Ça peut être soit V, soit R. V pour versement, retrait pour R pour retrait. Et après quoi d'autre? Le nom de la colonne, name. On va l'appeler type d'opération. OK? Parfait. Alors, il reste juste pour un versement. Donc, on va utiliser discriminator value. Alors, la notation discriminator value. Ici, on va mettre pour le versement, c'est V. C'est tout. Bon, il n'y a pas d'attribut en plus, donc on va la laisser comme ça. Mais par contre, vous ajoutez les constructeurs. Un constructeur sans paramètres. Un constructeur avec paramètres. Et comme il n'y a pas d'attribut en plus, donc on va utiliser super tout simplement. C'est-à-dire j'ai un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres. Alors je fais la même chose pour le retrait. Donc un retrait, c'est une entité, donc c'est une opération. La même chose, donc c'est la notation entité et la notation discriminator value. Ici on va mettre R. Et après donc un constructeur, vous redéfinissez les constructeurs sans paramètres et avec paramètres. Donc on a créé les entités. Oui. Les virements. Alors c'est la question qu'il a posée tout à l'heure. Un virement, c'est pas une entité. Parce que pour moi, un virement, c'est une opération qui consiste à créer un versement et un retrait. Vous voyez, donc le virement, c'est une composition entre le retrait et le versement. Ça peut marcher comme ça. Vous pouvez bien créer une entité virement que vous devrez composer, mais vous allez voir que vous n'avez pas besoin. Parce que ici, un virement, c'est en quelque sorte, c'est un versement et un retrait. Alors, on a créé les entités, on a besoin quand même de s'assurer est-ce que les tables générées, est-ce qu'ils correspondent à ça? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de démarrer l'application, on va compléter le fichier application.properties. Alors, comme d'habitude, donc on va prendre un exemple de propriété que nous avons déjà fait. Alors, quelles sont les propriétés dont on a besoin? Ça. On a juste besoin de spécifier le nom de la base de données. La base de données, on va l'appeler projet compte. Je l'appelle comme ça, je peux l'appeler comme je veux. C'est MySQL update, donc je vous rappelle, ça veut dire que à chaque fois, il va vérifier si les tables sont créées, sinon il va les générer. On va utiliser donc le dialecte MySQL dialect, comme toujours. Alors, il suffit juste d'aller vers la base de données, de créer cette base de données-là. Alors, on va créer une nouvelle base de données qu'on va appeler ProjCount. Alors, cette base de données est créée. Maintenant, on va démarrer l'application et pour voir est-ce qu'il arrive à générer les tables. Run Java application. Alors en fait, vous voyez donc c'est un bon signe. Vous voyez ici donc vous trouverez un table note. Enfin, ça veut dire qu'elle a bien créé les tables compte client et les opérations. Il faut juste vérifier
Est-ce qu'ils sont bien créés? Alors, je vois donc qu'il y a l'entité. Alors, j'ai la table client, code. Non, j'ai la table compte. Alors, dans la table compte, il y a le type de compte, il y a le code compte, la date de création, le solde, le découvert, le taux et le code client. Et opération, j'ai le type d'opération, le numéro d'opération, date d'opération, le montant et la clé étrangère, c'est le code compte. Donc, vous voyez bien que ça correspond exactement à notre modèle que nous avons ici. C'est bon? Alors ça, c'est pour les entités. Alors maintenant, on va créer, pour gérer les entités, on va créer les interfaces GPA Repository pour chaque entité. Alors juste un petit détail, parce que la dernière fois, il y en a ceux qui ont posé la question. Alors, quand vous démarrez Tomcat, par défaut, le port utilisé, c'est 80. 80. Alors, il se peut parfois que le port il est occupé par une autre application, et dans ce cas-là, vous pouvez le changer. Vous mettez la propriété, ça vous le savez, serveur.port, et vous mettez 80, 81. Je ne suis pas toujours obligé d'avoir le port 80, 80. Je peux définir le port que je veux utiliser. Si vous voulez éviter de chercher quelle est l'application qui utilise le port et de l'arrêter, donc vous pouvez toujours travailler comme ça. Alors j'arrête donc l'application pour le moment. Alors maintenant on va créer donc on va utiliser Spring Data pour gérer le mapping objet relationnel. On va créer une interface dans le package DAO. Alors pour gérer donc le client, on va créer une interface Spring Data qu'on va appeler client repository. Alors client repository, donc on a juste besoin d'hériter de GPA repository. Alors on a besoin de spécifier les deux paramètres. C'est une interface générique. Donc on va spécifier client. C'est l'entité qu'on veut gérer, c'est client. Et ici, le ID il est de type langue. Ok. Ça y est, donc tout ce qui est connexion base de données pour les clients, pour gérer, ajouter le client, rechercher, faire des opérations basiques, donc c'est fait. Alors, on va faire la même chose pour le compte. On va créer une interface qu'on va appeler compte repository. C'est pareil, on a juste besoin d'hériter de GPA repository. Alors, l'entité, on va l'appeler compte. En fait, c'est-à-dire on veut gérer les comptes. Et après, le type, c'est pas langue, c'est string. C'est le type en fait, le ID du compte pour nous, il est de type string. Et on a besoin d'une interface également pour gérer les opérations. Donc, une interface opération repository extend GPA repository. Alors, opération. Et après, le type c'est langue. Ben, logiquement, ça y est, donc je peux commencer à tester, à ajouter des comptes, des clients, faire les opérations, je peux tester. Mais ici, dans notre modèle, on a besoin de définir une couche métier qui permet de définir les opérations à effectuer. Donc, on a besoin de créer une couche métier dans laquelle on répond à des besoins spécifiques bien précis. Alors, c'est quoi ces besoins spécifiques? C'est spécification fonctionnelle, c'est j'ai besoin d'ajouter le client, de gérer, de consulter les clients et de consulter les clients dans le nom quand il y a le mot. Bon. Alors, comment je vais faire ça? Ben, premièrement, donc je vais maintenant supposer que la couche DAO c'est fait. Maintenant, je vais créer la couche métier. Alors, donc, je vais l'appeler client métier comme interface. Alors maintenant, je définis le besoin. J'ai besoin d'ajouter un client. Donc, j'ai... Comment?
Oui, on va changer le package métier juste pour séparer les choses. Donc je vais créer ce package là. Voilà, il est créé, il est là. Alors dans notre cas, on a besoin d'une méthode qui permet d'ajouter un client, add client. Je peux l'appeler comme je veux. La méthode, on va lui donner comme paramètre un client. J'importe les entités. J'ai besoin d'une méthode qui permet de consulter la liste de tous les clients. Liste clients. Pas de paramètres. Et j'ai besoin d'une méthode qui permet de chercher les clients par mots-clés. C'est-à-dire liste client. Je vais l'appeler client par mot-clé. Qu'est-ce que je donne comme paramètre? Mot-clé. OK. Alors ça, c'est l'interface métier. On va créer une implémentation. Alors classe métier implémentation. C'est pas métier, c'est client métier implémentation. On va implémenter cette interface client métier. On va redéfinir les méthodes. Mais bien sûr, la couche métier a besoin de la couche DAO. Donc j'ai besoin de déclarer un attribut de type client repository. Donc j'appelle la couche métier. Alors, client repository. Alors pour faire l'injection des dépendances, on va utiliser AutoWired. Alors j'avais déjà expliqué, donc si vous voulez que Spring Boot puisse instancier la couche métier au démarrage, il faut ajouter la notation service. Vous vous rappelez? Déjà vu dans l'exercice. Alors il faut normalement utiliser soit la notation component, c'est pour dire que c'est un composant Spring. Si vous oubliez cette annotation-là, component ou bien service, c'est qu'au démarrage, cette classe ne sera pas scannée, ne sera pas prise en considération par Spring notamment au moment de l'inversion de contrôle. D'accord? Alors, mais généralement, dans la couche métier, on n'utilise pas component, mais on utilise la notation service. Donc, si vous vous rappelez bien, j'ai parlé pour faire l'injection des dépendances, soit on utilise XML, soit les annotations. Alors, quand vous utilisez les annotations, n'oubliez pas donc chaque classe que vous créez doit être annotée une annotation Spring. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ici, donc, rien à faire que j'appelle la méthode qui existe déjà dans client repository. J'appelle la méthode save. C'est tout. Pour lister les clients, donc je vais retourner directement client repository. J'appelle la méthode findAll. Pas de problème. Mais par contre, ici, je n'ai pas une méthode dans client repository qui recherche par mot-clé. Donc j'ai besoin de l'ajouter. C'est ce que nous avons fait la dernière fois. Alors j'ai besoin d'ajouter une méthode à l'interface client repository. Alors cette interface-là, donc on va définir une méthode qu'on va appeler, qui permet de retourner une liste de clients. On va l'appeler client par mot-clé. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? MC. Mais ici, on va utiliser donc on va lui donner donc la notation query. Alors on va lui demander d'exécuter la requête select C from la classe client C where C point non like paramètre de point X. Et après, on va remplacer X par le paramètre X, on va l'affecter à MC. Donc on utilise la notation param de Spring, c'est plein de param. Ici X. Et on vient de demander à Spring Data de nous implémenter une nouvelle méthode. On lui donne le mot-clé, il retourne la liste des clients dont le nom contient le mot. Maintenant, je reviens au métier. Il suffit donc d'appeler cette méthode maintenant ici. Donc,
return quoi? C'est client repository point find. C'est pas find, c'est la méthode s'appelle client par mot-clé. Alors je donne le mot-clé. Alors ici, donc, vous voyez donc qu'on vient de définir une couche métier qui permet de gérer les clients. Pour le moment, j'ai besoin que de ça. Alors avant de passer à l'étape suivante, on va tester. Alors si vous voulez, pour tester ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à l'application. Alors, rappelez-vous, la dernière fois, on a créé un objet application context de Spring ctx égale à ça. Donc ça, c'est au niveau de l'application. Et après, on va demander, quand Spring va démarrer, on va lui donner, donne-moi un objet de type client métier. C'est l'interface. C'est donc client métier égale, c'est ctx point get bin, donne-moi un bin qui implémente l'interface client métier. Et pour tester si je peux ajouter des clients, qu'est-ce que je peux faire? Donc je vais ajouter un client. Directement, c'est add client. Vous voyez donc ici, je suis en train de tester la couche métier. Mais implicitement, la couche métier fait appel à la couche DA. D'accord? C'est un peu différent de ce qu'on a fait la dernière fois, parce que la dernière fois, on teste la couche DAO parce qu'on suppose qu'il n'y a pas en fait de couche métier, c'est la couche DAO qui représente les traitements. Mais ici, on veut faire quelque chose de plus organisé, c'est mieux comme ça. Si vous voulez, le développement se fait d'une manière générale comme ça. Alors, pour créer le client, donc j'ai besoin de connaître que le nom du client, par exemple. J'utilise un constructeur qui reçoit le nom. J'ai le client A, j'ai le client B. J'exécute l'application. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc on teste les clients, on teste les comptes, on teste les opérations et on va dire que ça y est, le métier c'est fait. Et après on va passer à la couche web. Alors vous voyez déjà ici c'est un bon signe. Vous avez ici insert. Comme quoi les deux opérations se sont déroulées bien. Alors j'arrive bien à ajouter donc les clients A et client B. Alors sauf que ici si je réexécute, il va encore ajouter client A, client B. Alors c'est pour cela ici donc je vais juste revenir à application.properties. Alors au lieu de update, je vais mettre ici create. Alors rappelez-vous, créer ça veut dire quoi? À chaque fois que je démarre, il va supprimer les tables et il va les créer. Alors pour le moment, dans la phase de test, vous faites ça. Mais une fois que les données sont insérées, il faut la désactiver, il faut mettre update de préférence. Alors c'est donc dans notre application, donc j'ai client. Alors je vais ajouter un autre client, un troisième client. Bon, je vais l'appeler AB, BA. Je vais chercher la liste des clients. C'est client métier point liste client. Et pour afficher la liste des clients, donc je vais afficher for, etc. N'est-ce pas? Alors si vous utilisez, donc on peut faire ça, client point for each. C'est system.print c.get. C'est quoi ça? Ça c'est du Java 8. Alors ça c'est ce qui est introduit, c'est une autre manière de parcourir les collections dans Java 8. Alors si si généralement vous n'avez pas l'habitude de travailler comme ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites? For client C de la liste des clients. Après vous dites je veux afficher c.get non. Mais ça c'est la même chose. Hein. Sauf que ça c'est introduit à partir de Java 8.
c'est pareil. Je veux également chercher les clients par mots-clés. Alors, si vous voulez, juste, je fais des séparations. Alors, liste client. C'est quoi ça? C'est la pluie? C'est le vent? Non? C'est une bagarre? C'est la pause? Non, ne me dites pas c'est la pause. Ah, c'est vrai, c'est 10h15. Ah oui. Alors, client métier, point. Client par mot-clé, par exemple A. Alors ici, donc, on va mettre, on va mettre A, pourcentage, A, pourcentage. Ça veut dire quoi? Qui contient 1, quels que soient les caractères avant, quels que soient les caractères après. Après, la même chose, donc je fais pareil pour afficher. Donc ici, pas client, c'est CLTS. J'affiche les noms des clients. Je réexécute. Tout va bien. Alors j'ai la liste des clients et j'ai les clients dans le nom contient le mot-clé A. Donc ça veut dire que je peux dire que j'ai testé la partie client. Je peux passer à l'étape suivante. C'est bon? C'est la pause? Alors donc après la pause, donc on va faire la suite. Donc je vais arrêter cette vidéo pour le moment. Stop. Donc après la pause, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va juste, je vous rappelle la suite. Donc on vient de créer l'interface client, implémentation, on l'a testé. On va faire la même chose pour compte et la même chose pour opération avant de passer à la partie web.